On a un système de planification multi-étages. On a à la sortie des besoins, des ordres planifiés en production. À partir de ces ordres planifiés, on va lancer ces ordres en fabrication d'atelier et on va réaliser une boucle. Donc c'est sur du très court terme. Alors l'ordonnancement, lancement des ordres de fabrication et contrôle de capacité. Tout ça en boucle fermée en permanence pour s'ajuster et optimiser notre production dans le cadre d'un atelier ou d'une ligne de production. C'est la déclinaison la plus opérationnelle du processus PIC, PDP, CBN. Ça va être l'exécution des ordres qui ont été générés par le PDP, par le CBN. L'objectif, ça va être l'optimisation de toutes ces ressources pour pouvoir optimiser la production et du coup le taux de service. Au cœur du processus, on a trois principales étapes, trois étapes clés qui sont l'ordonnancement d'abord, les lancements et le contrôle de la capacité. On a les inputs de tout ce système qui sont la sortie des calculs de besoins, plus la nomenclature, les gammes, etc. Donc avec tout ça, vous avez, alors c'est les gestionnaires de production qui vont faire ce travail-là, qui vont faire ce travail d'ordonnancement, de scheduling en anglais. Ordonnancement, c'est scheduling en anglais. Et dans le cadre de ces activités d'ordonnancement, le gestionnaire de production va vérifier en permanence si les ressources, par exemple, sont prêtes pour la production. Il va planifier opération par opération les dates de début, les dates de fin. Pour chaque ordre de fabrication, il va faire ça pour l'ensemble des pièces qui sont sous sa responsabilité. Donc c'est l'activité d'ordonnancement pur, date de début, date de lancement et organisation de tout ça pour optimiser les plannings. Ensuite, on a la partie lancement. Parce que après l'ordonnancement, l'idée, ça va être de lancer nos ordres de fabrication. Et le lancement, ça répond à certaines conditions. On ne lance pas un OF n'importe quand. On le lance seulement si et seulement si c'est pertinent. Et ensuite, vous avez le contrôle de la capacité. Donc, on vérifie les informations. On regarde en fonction de l'ordonnancement si le planning est réaliste ou s'il faut réordonnancer pour s'adapter. Le contrôle de la capacité va aussi gérer les ordres de priorité devant une machine, par exemple. C'est assez large. Le contrôle de la capacité, en fait, va donner de l'information aux ordonnanceurs pour savoir s'il faut ou non réajuster le planning. Ce sont ces trois étapes-là qui permettent de piloter l'exécution de la production. D'abord, l'ordonnancement. L'objectif, ça va être d'établir un planning. Ça va être établir un planning qui permet au bout du compte de servir le besoin client à la date à laquelle il attend ses pièces, pour commencer. Ensuite, l'idée, ça va être de séquencer les activités. Donc, c'est-à-dire séquencer les opérations et les OF dans l'atelier en planifiant la production. Tout ça en s'assurant de la tenue des dates de livraison, qui est l'objectif ultime, et en optimisant les ressources qu'on associe à chaque fois sur les machines pour pouvoir tenir ce planning. On va distinguer deux types d'ordonnancement, deux principales méthodes d'ordonnancement, qui sont le backward scheduling et le forward scheduling. Ça, il faut le retenir. Backward scheduling, on peut le traduire en français par ordonnancement amont. Ça consiste à cadencer, à séquencer nos opérations en partant de la date de besoin à la fin et en positionnant nos opérations
de manière rétroactive par rapport à la date de besoin. Donc, on fait quelque part un rétro-planning par rapport à la date du besoin. Donc, vous avez un ordre de fabrication pour un cadre de vélo, par exemple, avec une opération de perçage, de contrôle. Donc, vous avez les opérations à faire dans cette offre. Donc, vous faites un rétro-planning. Vous positionnez vos opérations dans le sens inverse, c'est-à-dire en remontant vers la date d'aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, c'est introduire la notion de planification à capacité finie ou à capacité infinie. Quand vous planifiez à capacité infinie, ça veut dire que vous allez planifier des opérations, mais sans vous soucier du fait que la machine a ou pas la capacité à produire. Vous êtes en mode backward scheduling, ordonnancement amont, rétroaction, et vous avez les ordres de fabrication à gérer avec les différentes opérations, usinage, perçage. Donc on est en backward scheduling, en capacité infinie. Mais pour être plus réaliste, ce qu'on va faire, et c'est le travail de l'ordonnanceur, ça va être de planifier à capacité finie, c'est-à-dire ordonnancer mais de façon réaliste. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il pourra décaler un OF par rapport à un autre parce que notre système ne peut pas forcément traiter plusieurs OF en même temps. Donc, on va décaler d'une semaine et ça va donner un nouveau planning. Et d'un autre côté, vous avez la deuxième méthode qui est le forward scheduling que l'on peut traduire par ordonnancement aval. C'est différent. Vous avez une date de départ et vous allez dérouler, cadencer vos opérations depuis cette date vers le futur. Vous commencez au point de départ et vous positionnez vos opérations. Pareil, usinage, perçage, contrôle, semaine par semaine. Et de la même manière, vous pouvez le faire à capacité finie ou à capacité infinie. À capacité infinie, vous pouvez caler plusieurs opérations simultanées. En réalité, si vous planifiez à capacité finie, vous savez que vos machines ne peuvent pas réaliser plusieurs opérations en même temps, donc vous décalez pour que ça passe, pour que ce soit réalisable dans les ateliers. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que backward scheduling, on part de la fin, on positionne ensuite nos opérations. Forward scheduling, on commence et on positionne nos opérations en partant d'aujourd'hui, en allant vers le futur. Dans l'ordonnancement, on va cadencer, séquencer nos opérations de manière, au bout du compte, à livrer les pièces à une date qui va être compatible avec le besoin du client. Pour ça, on va faire une organisation et une planification opération par opération et on va regarder à l'intérieur d'une opération, on va décomposer une opération et on intègre différentes choses dans une opération. Une opération sur une machine, c'est composé de plusieurs phases. Donc, on peut décomposer ces phases et voir qu'une opération, ça comprend différents types de temps, différentes composantes qui sont très particulières et qui ont leur spécificité. D'abord, première chose, on va regarder quelles sont les composantes d'une opération, du temps d'une opération. Vous avez, par exemple, sur une opération qui fait partie d'un ordre de fabrication, on va voir que, par exemple, une opération peut être composée, comme la plupart du temps sur une première opération, déjà d'un temps qui correspond à la sortie magasin. La sortie magasin, ça veut dire le temps de sortir la pièce de votre magasin de matières premières, de le préparer pour le mettre à disposition du poste de travail, etc. C'est la première composante. Ensuite,
à chaque fois à toutes les opérations, vous avez un temps qui correspond au temps dans la file d'attente. Vous avez toujours, très souvent, une file d'attente devant vos machines. Vous avez le temps de la file d'attente à prendre en compte. Vous avez un temps de préparation qui va s'additionner. Le temps de préparation machine, c'est le temps pendant lequel vous allez préparer votre machine, programmer votre machine pour qu'elle puisse ensuite réaliser l'opération. Ça va être réglage, changement d'outil, charger le programme, etc. C'est le temps de préparation. Ensuite, dans l'opération, vous avez le temps d'exécution, c'est le temps d'exécuter l'opération elle-même. Si on est sur de l'usinage, ça va être la période où la machine va usiner la pièce. Après le temps d'exécution, vous avez également un temps d'attente. Pas toujours, mais parfois ça peut arriver, un temps d'attente qui suit dans le processus. Par exemple, dans le cas d'une opération de collage, vous allez avoir un temps d'attente pour le séchage, pour la polymérisation de la colle. C'est un temps incompressible qu'il faut intégrer dans le temps global de l'opération. Donc le temps de séchage, c'est quelque chose qui existe sur des opérations particulières. Et enfin, vous avez un temps de transfert qui correspond au transfert de votre pièce du premier poste de travail vers le poste de travail suivant. Le temps de la première opération, ça correspond à la somme de tous ces temps. Sortie magasin, temps d'attente, exécution, temps de transfert vers le poste suivant. Et vous arrivez ensuite au deuxième poste de travail, vous recommencez. Vous avez certainement un temps dans la file d'attente, un temps de préparation de la machine, un temps d'exécution et un temps de transfert vers le poste suivant, et ainsi de suite. Et quand on fait la somme de toutes ces opérations, on reconstitue l'ensemble du cycle de production. Il y a un petit outil d'amélioration continue qui s'adapte, qui est très utile sur ces sujets de temps de cycle, de temps d'opération, ce qu'on appelle le SMED. C'est un terme anglais, Single Minute Exchange of Die. Alors, le SMED, c'est un outil qui vous dit de regarder le temps de préparation machine et d'améliorer, de réduire le temps de préparation machine qui est un temps non productif, c'est un temps avant l'exécution. Par définition, c'est un temps improductif, c'est du gaspillage. L'idée du SMED, ça va être de s'attaquer à cette opération, à cette partie de temps de préparation, travailler dessus pour le réduire, ce qui nous permettra de gagner du temps et d'optimiser différentes choses, notamment l'agilité de notre opération, de notre outil industriel. Pourquoi réduire le temps d'arrêt des machines? C'est un gaspillage parce que c'est un temps non productif, ça va être du réglage, mais pendant ce temps-là, vous ne produisez pas de pièces. Donc, c'est considéré comme un gaspillage. Pourquoi réduire le temps d'arrêt des machines? C'est parce que ça va vous libérer du temps pour des opérations qui, elles, sont du temps productif. Donc, réduire ce temps, ça va vous amener directement à gagner de la capacité sur vos machines. Ça va aussi vous permettre, et on rattache ça à un outil du Lean, à pouvoir réduire la taille des lots de fabrication et à avoir une flexibilité plus élevée. Effectivement, si vous avez un temps de préparation qui est long, alors vous allez avoir intérêt à produire un certain nombre de pièces pour pouvoir amortir ce temps de préparation. Vous n'allez pas passer 2 ou 3 heures à préparer une machine pour préparer une ou deux pièces. Le jour où vous arrivez à réduire votre temps à quelques minutes, alors vous n'aurez pas besoin de produire de gros lots de fabrication pour amortir ce temps. Ça va vous faire gagner de l'agilité. Un petit temps de préparation, ça va vous permettre de plutôt traiter souvent des petits lots, mais plus souvent, et changer régulièrement, plutôt que des lots gros de fabrication. Ce qu'on veut faire par le Lean, c'est réduire au maximum les lots de fabrication, être plus agile, s'adapter à la demande si la demande est changeante. Si vous êtes capable de vous adapter plus facilement à cette demande, ça va passer par la réduction des temps de préparation. Vous pouvez changer de produit, de référence très rapidement
Et c'est un outil du Lean en ce sens. Ça vous donne de la flexibilité si vous arrivez à réduire votre temps de préparation. Et ce qui va de pair avec cette notion, c'est la réduction des encours. Alors, comment vous faites? C'est un outil d'analyse. Vous posez tout ça sur papier et vous allez regarder ce qui est inclus dans le temps de préparation. Qu'est-ce que vous faites concrètement pendant ce temps de préparation? Là, il faut analyser toutes les tâches, le réglage, le changement d'outil, le chargement du programme, l'organisation, etc. L'idée, ça va être de réduire ce temps au minimum. Et réduire ce temps, ça va vous donner plus d'ouverture sur le temps productif. Comment réduire ce temps? Déjà, analyser de manière très fine ce qui est réalisé pendant ce temps de préparation parce que souvent, il y a énormément de choses qui sont faites. Aller chercher les outils, monter les outils, charger un programme, faire du rangement, nettoyer, etc. Il y a énormément de choses. Donc, il faut bien lister l'ensemble de toutes ces choses et surtout le temps pris par chacune de ces tâches. Une fois que vous avez fait ça, alors il faut repenser l'organisation du poste et il ne faut pas hésiter à être créatif. Il faut voir quelles sont les tâches qui ne sont pas nécessaires. Ça commence par là. Ça peut amener à réorganiser complètement un poste de travail. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'une grande partie de ce temps de préparation, c'est parce que l'opérateur va chercher des outils, monter des nouveaux outils, etc. Alors, peut-être qu'il faut réagencer le poste de travail, faire du 5S, faire du rangement, etc. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Il ne faut pas hésiter à être créatif et il faut aller dans un sens de simplification, de rationalisation de toutes ces tâches au minimum. Surtout, enlever tout ce qui va être à non-valeur ajoutée. C'est ce qui va vous permettre, au bout du compte, à réussir à réduire ce temps de préparation au maximum. Il y en aura toujours. Mais ce qu'on peut constater dans les démarches d'amélioration continue, c'est que très souvent, quand on s'attaque réellement au sujet, on sait réduire un temps de préparation d'au moins 30 à 50%. Alors, évidemment, vous allez commencer à le faire sur la machine qui va être la contrainte de votre système. Donc le poste goulet, par exemple, c'est là où vous avez intérêt à gagner de la capacité. Ça ne sert à rien de le faire sur une machine qui ne vous pose aucun problème de capacité. Faites-le en priorité sur vos postes goulets, sur la contrainte de votre système. Après un SMED, vous allez réduire votre temps de préparation. Le temps gagné, ça va vous permettre de produire par exemple plus de pièces pendant le même temps global de l'opération. Donc là, vous avez gagné de la flexibilité. Vous avez augmenté votre flux, votre débit de sortie, puisque dans le même temps, vous allez produire une ou deux pièces de plus. Là, vous avez gagné. Un exemple de 5S. Donc, par exemple, ça peut être sur une ligne d'assemblage de boîte de transmission. Donc voilà, c'est une pièce qui se fixe sur les moteurs, qui ressemble à une grosse boîte de vitesse, si vous voulez. Donc l'assemblage, c'est des centaines et des centaines de pièces. Et en créant une ligne, on regarde le temps de préparation, le temps qui est avant le montage en lui-même, donc toute la préparation. Et en fait, la préparation, on s'aperçoit sur des opérations d'assemblage, on s'aperçoit qu'il y a des opérations très longues qui peuvent être aller chercher des outils. Aller chercher des outils, ça peut prendre une demi-heure pour réunir l'ensemble des outils, il peut toujours en manquer un, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des servantes spécialisées avec des tiroirs, avec un emplacement dédié à chacun des outils. On ferme à clé. Donc, aucun risque de disparition d'outils. Déjà, rien que ça évite le temps d'aller récupérer les outils. Ensuite, une idée aussi, c'est que si l'ensemble des composants arrivent sur le poste de travail suremballés, si c'est emballé dans du film plastique, puis dans des boîtes en carton, puis d'autres boîtes en carton, cette opération de déballage des composants, ce qu'on peut faire, c'est la déporter au niveau du magasin qui prépare les pièces. Et donc, le magasinier
dans ces nouvelles fonctions, il peut avoir de déballer les pièces et de les mettre à disposition sur un support prévu pour. Et du coup, quand les composants arrivent au poste de travail, toutes les pièces sont déjà déballées, positionnées sur les supports et l'opérateur n'a plus qu'à prendre les pièces, prendre les outils qui sont plus accessibles et procéder à l'assemblage. Et on gagne énormément de temps parce qu'on recentre l'opérateur sur sa fonction d'assembleur. Du coup, on lui enlève toute la partie déballage, logistique, ménage de tous les cartons, etc. C'est un exemple, mais au final, ça peut être assez gagnant et ça peut être reproduit dans d'autres secteurs, puisque ce suremballage sur les lignes d'assemblage, c'est un vrai problème. Ce sont des choses qui arrivent souvent, donc il y a des solutions là-dessus. Ça peut représenter un temps non négligeable. L'ergonomie, très souvent, on va se rendre compte que c'est un facteur de gain de temps, puisqu'effectivement, un poste pas ergonomique, c'est un poste sur lequel l'opérateur va chercher ses outils sans les trouver. Donc, travailler sur l'ergonomie, ça va permettre qu'il ait tout sous portée de main. Donc, quand on parle d'ergonomie, on parle d'accessibilité, de posture, de position. Le fait d'avoir une position plus confortable, ça va permettre d'aller plus vite. La deuxième étape de Production Activity Control, c'est le lancement. C'est pas seulement lancer un OF, c'est plus compliqué que ça. Ça va répondre à différents critères qui vont nous dire, au bout du compte, si oui ou non on peut lancer un OF. Avant de lancer un OF, on va se poser des questions, on va s'interroger. Et si on répond par l'affirmative, alors on va pouvoir lancer nos OF. Ça va commencer par regarder si déjà les composants sont disponibles pour lancer en production. Donc la disponibilité des composants et des outils, c'est la première chose. Donc première chose, on regarde si tout ça est disponible. Sinon, c'est pas la peine de lancer un OF. Donc disponibilité, oui, non. Sinon, on va résoudre les problèmes. Si oui, on peut avancer. Si oui, on regarde ensuite, est-ce que le poste de travail sur lequel on va démarrer notre ordre de fabrication est disponible? Ou est-ce qu'on lui a prévu de la capacité dans les heures ou dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qu'il est prévu au planning? Oui ou non? Donc, sinon, s'il n'a pas de place sur les machines, s'il n'a pas de capacité, pas besoin de lancer un OF puisqu'il ne pourra pas être pris en charge. Si on a les composants, si on a la capacité, alors oui, on peut lancer un ordre de fabrication. Et donc, lancer un ordre de fabrication, ça veut dire opération dans l'ERP, ça veut dire éditer tous les documents qui vont accompagner l'OF. Et là, on parle de Shop Order Packet. C'est l'ensemble des documents qui vont accompagner le produit dans sa vie dans l'atelier. Donc il y a tout ce qui est gamme de fabrication, liste des composants et parfois, selon vos entreprises, d'autres types de documents, les outils nécessaires, etc. Mais vous avez toutes les informations de l'OF, la gamme obligatoire et la plupart du temps la liste des composants. C'est l'ensemble des documents qui vont accompagner votre pièce dans sa vie pendant l'atelier et qui ne sera jamais séparé de la pièce jusqu'à la fin de sa production et la mise en stock. Ça, c'est le processus de lancement. Dernière chose, troisième bloc de notre Production Activity Control, c'est le contrôle de la capacité. C'est ce qui va nous permettre de nous assurer que l'ordonnancement qu'on a réalisé, que les lancements des pièces qu'on a lancées en atelier peuvent être réalisés parce que la capacité nous le permet.
Donc finalement, cette fonction, les objectifs de contrôle de la capacité, ça va être d'abord de respecter les dates de livraison. C'est ce qui va nous permettre de savoir si oui ou non on va pouvoir respecter les dates de livraison. Optimiser l'utilisation des ressources. Les ressources, c'est-à-dire machines, opérateurs. Vérifier la cohérence entre les entrées prévues et les entrées disponibles. Donc gérer les files d'attente, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le cadre du contrôle de la capacité. Première chose, on calcule la capacité. C'est la base. On commence par regarder est-ce qu'on calcule notre capacité théorique sur un poste de travail. Alors, cette capacité, on la calcule par la formule suivante. On prend le nombre d'heures dont on dispose, le nombre d'heures d'ouverture, le nombre d'heures disponibles, multiplié par le nombre de personnes, on peut avoir plusieurs opérateurs sur une machine, sur un poste, qu'on va multiplier par un ratio d'utilisation et un ratio d'efficience. Ce ratio d'utilisation, la formule, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la machine, ça va être le ratio pendant lequel la machine tourne par rapport au temps d'ouverture global. Donc la formule, c'est les heures travaillées sur les heures disponibles, fois 100. Après, vous avez l'efficience. L'efficience, c'est un autre coefficient qui mesure l'efficacité de la production et on va l'obtenir en divisant le nombre d'heures gamme produites, donc la production réellement réalisée, le temps gamme qu'on a réalisé, par rapport au nombre d'heures travaillées, fois 100. Ça va nous donner un autre ratio. Dans le cadre du contrôle de la capacité, on a plusieurs règles de priorité sur les OF. Quand on a plusieurs OF qui arrivent au pied d'une machine, pour décider quel OF va être pris en charge, on utilise des règles de priorité. Vous avez toujours plusieurs OF qui attendent avant d'être pris en charge par la machine et sont dans la file d'attente. On a toujours un temps d'attente. On va utiliser ce qu'on appelle une dispatch list ou ce qu'on appelle dispatching. Le dispatching ou la dispatch list, ça va être le document qui donne l'enchaînement des OF à prendre en charge au niveau d'un poste de travail, leur ordre et le séquencement dans le temps. Le tout, ça va être de savoir quelles règles on utilise pour déterminer l'ordre de passage des OF d'un poste à un autre. Il y a plusieurs règles. Vous avez vos pièces qui sont en attente au niveau du poste de travail. Il faut décider dans quel ordre on les prend. Les principales règles, les règles les plus connues, il y en a globalement 5 que l'on rencontre la plupart du temps. La première, la plus simple, c'est le FIFO. C'est premier arrivé, premier servi. L'OF qui est arrivé le plus tôt, c'est l'OF qui sera le pris en charge le premier à la machine. Ou vous pouvez prendre l'OF qui a la date de fin la plus proche, par exemple. Vous avez une règle qui consiste à dire qu'on va privilégier l'OF qui a le temps d'opération le plus court, par exemple. Et vous avez deux méthodes qui se calculent. La marge libre, c'est le calcul de la marge disponible, c'est le temps restant jusqu'à la date de besoin, moins la somme des opérations restantes. Ça nous donne la marge dont vous disposez. Et en fonction de la marge dont vous disposez, vous allez pouvoir prioriser vos OF en commençant par celui qui a le moins de marge. Et vous avez une méthode, la méthode du ratio critique, que l'on rencontre assez souvent. En tout cas, celle-ci, il faut la connaître. Ce ratio critique, il vous permet, avec ce calcul, de déterminer une priorisation des OF
Ce ratio critique se calcule de la manière suivante. Date de besoin moins date actuelle, la marge, divisé par le cycle restant. C'est le temps d'opération restant. Ça vous donne un ratio. Et en fonction de ce ratio, vous allez pouvoir prioriser vos OF. Si le ratio critique est inférieur à 1, ça veut dire que votre OF est en retard. Vous êtes déjà en retard, donc il faut le prioriser. Si votre ratio critique est supérieur à 1, ça veut dire que vous êtes en avance sur le planning, vous avez encore de la marge. Donc, sur le contrôle des entrées-sorties, dans le cadre du contrôle de la capacité, on va contrôler les entrées et les sorties sur votre poste de travail. L'objectif, ça va être de piloter la file d'attente. La file d'attente, c'est un temps qui est non négligeable. La pièce va attendre au pied de la machine. Donc, c'est clairement un gaspillage. Donc, l'idée de piloter les files d'attente est fondamentale. Alors, une image qui peut symboliser ça, c'est un entonnoir dans lequel vous avez des pièces en entrée qui vont s'accumuler au pied du poste de travail et qui vont sortir seulement au rythme de la capacité de votre poste. Maintenir les files d'attente, les piloter, ça va vous permettre de contrôler quelque part le nombre de pièces en attente au pied d'une machine et donc de contrôler cette espèce de stock qui s'accumule et qui est une non-valeur ajoutée. Dans le cas d'un poste goulé, ça vous permet de piloter ce buffer de protection du poste goulé et vous allez le mesurer. Souvent, vous le mesurez, vous fixez un objectif en nombre de pièces au pied d'une machine ou alors en heures de travail. Pour la production en process continu, c'est quand on va produire en mode flux sur des machines qu'on ne sait jamais arrêter. On produit en continu, c'est-à-dire que les machines ne s'arrêtent jamais. On produit généralement 24 heures sur 24. Dans ce cas-là, on a finalement une gestion de la capacité qui est assez simplifiée parce qu'elle n'est pas adaptable. On a un rythme de production qui est toujours le même. La machine tourne en continu. On n'a aucun moyen de s'adapter. On produit à un rythme, ça correspond à la capacité. Une production ininterrompue. L'intérêt, l'objectif quand on paramètre un système continu, ça va être de paramétrer nos machines de manière à équilibrer et avoir un rythme de production qui est égal à la demande puisque on ne peut pas adapter le rythme de nos outils de production. Donc, c'est surtout vrai dans des industries comme la sidérurgie. Dans la sidérurgie, c'est des machines qui s'arrêtent jamais. C'est tellement lourd en termes de fonctionnement, de temps de préparation. On ne peut pas arrêter les machines quand elles sont lancées. Elles produisent 24 heures sur 24 à un rythme qui est constant en permanence. L'objectif absolu, ça va être de paramétrer cette capacité de production au rythme de la demande. Pas plus, pas moins. Parfois, dans certains cas, on voit que comme on ne peut pas jouer sur la capacité de ce système, le seul moyen de réguler notre stock de pièces, ce sera peut-être dans les cas les plus compliqués, d'interrompre complètement l'usine et arrêter de produire pendant un temps donné. Mais on a très peu de possibilités d'ajuster notre capacité de production. Et si on veut faire évoluer notre capacité de production, dans le cas de ce type de machine, de ce type d'implantation, on va être sur un redesign complet de notre ligne ou alors sur l'ajout d'une deuxième ligne si on veut monter en capacité. Ça, c'est le cas particulier de la production en continu sur lequel on a très peu de levier parce que c'est un système très contraint. Et concernant le lean manufacturing, donc on va dans le sens de la rationalisation des flux, dans la réduction des encours, dans un meilleur pilotage. On est toujours sur un rythme qui est donné. Le rythme de flux est donné par le takt time. Le takt time, c'est le rythme objectif qu'on cherche à atteindre, qui correspond et qui est calé sur la demande du client. Dans le lean, on est toujours au maximum calé sur un takt time, le rythme de la demande. Alors, le Kanban, c'est une méthode de gestion des flux tirés par la demande.
c'est un des outils du Lean sur lesquels on peut paramétrer nos encours en fonction du nombre de cartes. Le paramétrage du volume de cartes en circulation dans notre boucle Kanban va nous permettre de contrôler notre encours et le Lean en permanence va chercher à réduire cet encours.